Au début de cette histoire, nous rencontrons un garçon raté nommé Suiga. Il l'ignore encore, mais ses pouvoirs surnaturels font de lui le plus fort du monde. En mission pour sauver la planète, il est encerclé par des millions de zombies et de monstres qui veulent l'attaquer. Cependant, lorsque les monstres se ruent sur lui, Suiga active un pouvoir élémentaire étrangement puissant. Il fonce alors vers ses ennemis et les terrasse avec aisance. Mais en réalité, Suiga n'a pas toujours été aussi puissant. Au début, Suiga n'était qu'un orphelin sordide, rejeté et solitaire, qui étudiait dans une école d'élite construite sur un vieux cimetière. Il croyait que sa vie n'aurait jamais d'importance, comme tant d'autres personnes oubliées. Mais tout a basculé lorsqu'il a découvert que ce prince égyptien, un escroc qui envoyait des courriels demandant de l'argent en échange de fausses promesses, était en réalité son grand-père. Ce mystérieux grand-père lui a laissé un héritage de 10 milliards de yens à dépenser en jeux en ligne. Ouais, c'est le genre de chance qui ne nous arrivera jamais, ni à vous ni à moi, mais Suiga est le personnage principal, donc il a cette chance. Bref, Suiga étudie dans une académie privée appelée Shimu, où il vivait dans le dortoir des garçons. Ses parents étaient allés acheter du lait et n'étaient jamais revenus, ce qui l'a forcé à grandir seul, faisant des petits boulots pour survivre. Il passait le plus clair de son temps à travailler et à subir des brimades à cause de son addiction aux jeux vidéo. Un matin d'été, alors qu'il travaillait comme maître-nageur tout en jouant aux jeux vidéo, un groupe de brutes l'a abordé et lui a demandé s'il avait vu une fille aux cheveux roses. Suiga a dit qu'il ne savait rien, et les garçons lui ont conseillé de faire plus attention au travail. Il a répondu qu'il ne savait même pas nager et qu'il était juste là pour nettoyer la piscine. L'un des brutes a jeté son chat, Wankoi, dans l'eau et lui a demandé de la nettoyer. Sans réfléchir à deux fois, Suiga a sauté dans la piscine pour sauver le chat, mais a fini par se noyer avec lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était allongé près de la piscine et vit son ami Rancho qui l'attendait. Suiga lui demanda s'il était celui qui l'avait sauvé, mais Rancho répondit qu'à son arrivée, Suiga avait déjà été secouru. Celle qu'il avait sauvée était une fille nommée Rikari. Ri était la fille unique du vice-président de Godgraph Tech, l'une des plus grandes entreprises de technologie et de jeux vidéo du pays. C'était la fille la plus jolie, la plus intelligente et la plus riche du lycée, toujours entouré d'admirateurs. Tandis que Rancho expliquait cela, il serrait sa petite amie dans ses bras, fier de lui. Suiga se souvint alors de ce qu'il avait vu avant de s'évanouir. Il avait été embrassé par une fille aux cheveux roses, et il fut tout gêné en s'en souvenant. Quelque temps plus tard, alors qu'il travaillait comme agent de sécurité, Suiga croisa un couple en train de s'embrasser dans le cimetière voisin du campus. Il tenta de les aborder et finit par les effrayer tous les deux. Triste d'avoir encore une fois manqué une expérience romantique, il nettoya les lieux et s'assit près d'un lampadaire avec son matériel de jeu improvisé, volant de l'électricité pour jouer toute la nuit. Il jouait à Dungeon Century, un jeu considéré comme difficile et coûteux, mais Suiga en était complètement accro, y jouant tous les soirs depuis sa sortie. Il avait déjà dépassé le niveau requis pour terminer le jeu et contrôlait un personnage de niveau 180 nommé Gwyn, qui se battait vêtu seulement d'un gilet, d'une écharpe, de sous-vêtements et d'un casque ridicule. Malgré son apparence, il était une légende urbaine dans le jeu. En réalité, il n'était qu'un pauvre joueur accro qui n'avait pas les moyens de s'acheter un meilleur équipement. Après avoir vaincu l'un des boss les plus puissants du jeu, il partit explorer un nouveau donjon et entendit une fille hurler en fuyant un monstre. Elle tenta d'utiliser la magie de l'eau contre la créature, mais en vain. Suiga passa alors à l'action, utilisant ses attaques de glace, et vainquit facilement le monstre. La fille, aux cheveux roses, se présenta comme étant Ray, un joueur de niveau 11, et lui demanda qui il était. Avant qu'il puisse répondre, son ordinateur s'éteignit à cause d'un problème de câblage. En levant les yeux, il vit que le poteau d'où il volait de l'énergie était défectueux. Il tenta de le réparer, mais fut distrait en voyant la même fille ouvrir la fenêtre du dortoir des filles. Alors qu'il l'observait, sa collègue Maki le prit pour un espion et lui lança un oreiller, le faisant tomber. Le lendemain, alors qu'il nettoyait des vitres dans le cadre d'un autre travail, il aperçut Ray en train de jouer sur son ordinateur portable. En regardant l'écran, il réalisa qu'il s'agissait de la même joueuse qu'il avait aidé la veille. Pour la première fois, une vraie fille était son amie dans ce jeu. Rancho remarqua le regard de Suiga et lui dit que tomber amoureux était normal, mais que Ray était différent et qu'il devait être réaliste dans ses attentes. Plus tard, de retour à la résidence universitaire, Suiga reçut une demande d'amie de Ray dans le jeu et fut ravi. Au cours des mois suivants, ils jouèrent ensemble et devinrent proches. Un jour, elle lui demanda comment il était dans la vraie vie, et Suiga fut attristé à l'idée qu'il ne pourrait jamais être ami en dehors du jeu. Il travaillait tout le temps, était pauvre et sans famille, tandis qu'elle venait d'un monde complètement différent. Il aurait aimé que cette époque dure éternellement. Mais tout changea lorsqu'une notification apparut annonçant la fermeture du jeu Dungeon Century. Suiga, dévasté, passa la journée à errer sans but dans l'école, se sentant comme fichu. Sans le jeu, il perdrait son seul lien avec Ray et redeviendrait un garçon solitaire. Pendant ce temps, le vice-président de Godgraph Tech remit une mystérieuse boîte à sa fille Ri, lui demandant de la garder précieusement. Il a dit que c'était juste une précaution, car un nouveau jeu allait sortir,
un jeu qui allait changer le monde. Il a également commenté qu'elle semblait triste d'avoir trouvé quelqu'un qu'elle aimait dans le jeu, et elle a rougi. Ce soir-là, Ri s'est connectée au jeu une dernière fois et a attendu l'arrivée de Suiga. Assise à la taverne, elle a entendu parler d'un objet caché appelé la fleur chante-nuit, qui pouvait exaucer tous les vœux. Certains joueurs ont plaisanté en disant qu'ils pourraient empêcher les développeurs de fermer les serveurs s'ils trouvaient l'objet caché, mais ils ont vite ri. Peu après, Suiga court à son poste et se connecte au jeu pour retrouver Eri. Elle lui dit qu'il ne reste qu'une semaine avant la fermeture des serveurs et qu'elle veut passer le plus de temps possible à explorer le monde du jeu avec lui. Suiga pense, essayant de se tromper, qu'il n'est pour elle qu'un ami en ligne parmi tant d'autres, issu des jeux auxquels elle joue. Il a le sentiment qu'à la fin du jeu, il ne pourra plus jamais la revoir comme ça, et cela l'attriste. Ils marchent ensemble et discutent du jeu. Avant de partir, Eri mentionne la fleur du champ de la nuit et dit qu'elle veut la trouver à tout prix avant la fin du jeu. Suiga, malgré son cœur lourd, promet de l'aider à la retrouver avant la fin. Pendant ce temps, GGT a annoncé le lancement de son nouveau jeu en ligne, Gravebuster. Dans ce jeu, les joueurs incarneront des pilleurs de tombes à la recherche de trésors cachés à travers différentes étapes. Pour accroître l'engagement des joueurs, le jeu proposera un système où la puissance financière déterminera également la force en jeu. Autrement dit, celui qui possède le plus d'argent dans la vie réelle sera également plus fort dans le jeu. Tous les joueurs qui s'inscrivent au nouveau jeu recevront une console exclusive, Seabay, spécialement conçue pour Gravebuster. La semaine s'écoule et le jour du grand événement final de Dungeon Century arrive. Eri se connecte au jeu et attend que Gouin vienne l'aider à trouver la fleur, mais le temps passe et il ne se présente pas. Pendant ce temps, Suiga passe la journée à faire des petits boulots, se complaisant dans la tristesse. Ailleurs, le vieux Yuki assiste à la fin du jeu dans son bureau, tandis qu'il s'apprête à sortir son chef-d'œuvre, Gamebuster. Les anciens joueurs pourront transférer des objets et de la monnaie vers le nouveau jeu, ce qui leur donnera un avantage, mais Yuki espère toujours que quelqu'un trouvera l'objet caché avant la fermeture. Eri traverse un champ rempli de fleurs chantantes et se met seul à la recherche de l'objet. Soudain, un joueur à l'apparence monstrueuse perd le contrôle et attaque les autres joueurs, leur volant tout leur équipement. Il atteint le champ où se trouve Eri et l'attaque à son tour. Elle tente de riposter, mais l'avatar de l'ennemi se transforme en monstre tentaculaire, ce qui rend la situation très dangereuse. Pendant ce temps, Suiga est retardé par un accident mineur, mais parvient finalement à s'asseoir devant l'ordinateur et à se connecter. Il se rend à la taverne à la recherche de Eri, mais trouve l'endroit détruit. Un message enregistré lui apprend qu'elle est partie seule à la recherche de la fleur. Suiga traverse la ville en ruine jusqu'au champ et trouve Eri gisant au sol, tout son équipement détruit. Il la serre dans ses bras et, les larmes aux yeux, l'écoute s'excuser de ne pas avoir retrouvé la fleur, même si elle en tient une version brisée dans ses mains. Alors que les larmes de Suiga coulent sur la fleur, celle-ci se met à briller et à éclore devant eux. Il contemple le miracle avec émerveillement, mais le monstre tentaculaire réapparaît et transperce la poitrine de Eri, la tuant. Suiga tombe au sol, la fleur à la main, juste au moment où les serveurs s'éteignent et où le jeu prend fin. Ailleurs, une femme rousse entre au siège de GGT et se rend au bureau de Yuki. Elle s'assoit à son bureau et pointe une arme sur sa tête, lui disant que même s'il est son collègue, elle regrette de devoir faire ça. Yuki lui demande si elle se fait passer pour une voleuse et trouve l'idée terrible. Il lui demande si c'était l'idée du président Ling, car cela ressemble au genre de plan peu créatif qu'il aurait eu. La femme lui demande s'il va lui dire comment ouvrir le tombeau et il répond qu'il n'aiderait jamais des voleurs comme elle. Elle l'appelle alors par son nom, le reconnaît comme le dernier gardien des tombeaux et le remercie pour ses services avant de tirer. Le lendemain matin, Suiga se dirige vers l'école sur son vélo cassé et voit Wankwa courir dans le brouillard. Lorsqu'il appelle le chat, il voit retenir l'animal dans ses bras et le caresser. Il tente de passer devant elle sans rien dire, mais elle le reconnaît comme le joueur qu'il a toujours protégé dans le jeu et lui demande si elle peut le remercier. Il lui répond qu'il ne mérite pas d'être remercié, car il a échoué au moment le plus important et n'est même pas arrivé à l'heure, comme promis. Elle répond que tout va bien et lui demande s'il la protégera dans le nouveau jeu, Grave Robé. Enthousiasmé par la question, il accepte, mais finit par casser le guidon de son vélo, ce qui la fait rire. Plus tard dans la matinée, le siège de GGT est encerclé par des voitures de police et des barrages routiers, alors que l'enquête sur le meurtre de la vice-présidente Yuki commence. Suiga est choqué d'apprendre la nouvelle par Rancho pendant le cours. Il court au dortoir de Eri, inquiet, car son père est décédé. Là, il rencontre Maki, qui lui dit que des employés de l'entreprise étaient déjà venus la chercher plus tôt pour organiser les funérailles. Pendant la veillée funèbre, beaucoup commentent avec pitié la malchance de Eri et des rumeurs commencent à se répandre selon lesquelles Yuki était endetté. L'affaire fait la une des journaux et Ling, président du GGT, déclare publiquement qu'ils n'auront de cesse de trouver le coupable. Pendant ce temps, l'assassin Roux assiste à son discours en coulisses. Chez lui, Suiga regarde les informations et, en voyant la photo de Yuki, se souvient de l'époque où il jouait avec lui, enfant. Il commence à soupçonner qu'il le connaît de quelque part. Quelques jours plus tard, Eri appelle Suiga et lui demande de venir lui rendre visite. Après s'être salué, elle lui tend une boîte violette surmontée d'une lettre. Suiga ouvre la lettre et découvre qu'il s'agit d'un message de Yuki,
qui demande à Eri de lui remettre la boîte. En ouvrant la boîte, Suigun trouve une console Cybei. Lorsqu'il touche l'écran du doigt, un processus d'identification se lance et le système le reconnaît comme étant Riku Suigun, qui commence à se charger. Il se demande pourquoi Yuki voudrait lui confier la console, jusqu'à ce que Eri révèle qu'elle n'est pas sa fille biologique. Elle a été adoptée très jeune et ne sait rien de son vrai père. Juste à ce moment-là, une voiture noire arrive et la femme de chambre de Eri lui annonce que des visiteurs l'attendent. Eri se rend à la porte et trouve deux hommes qui lui demandent si elle est la fille de Yuki. Pendant ce temps, la console de Suigun finit de se charger. Il prend l'appareil et voit sur l'écran qu'il a 10 milliards de yens sur son compte de jeu. Il pense à une erreur, mais un enregistrement se lance. Dans le message, Yuki dit qu'il a élevé Eri comme sa fille et qu'il est aussi le grand-père biologique de Suigun. Même s'il ne s'en souvient pas, c'est vrai. Yuki explique qu'il a laissé l'héritage pour que Suigun et Eri puissent bien vivre ensemble. Suigun commence à se sentir gêné à l'idée que Eri puisse devenir sa femme, mais Yuki poursuit son explication. Il dit que les vrais parents de Eri étaient ses amis et partageaient les mêmes idéaux, mais qu'ils ont été tués par des ennemis. C'est pourquoi il a adopté Eri pour la protéger. Maintenant qu'il est parti, Suigun doit utiliser cet argent pour prendre soin d'elle. Juste à ce moment, Suigun entend Eri crier dehors. Il voit les deux hommes essayer de la forcer à monter dans la voiture, prétextant qu'elle doit rembourser l'énorme dette laissée par son père. Suigun descend en courant et leur ordonne d'arrêter. Il s'avance pour les affronter, persuadé de pouvoir les vaincre par la seule force de sa volonté, mais il est finalement battu par l'un des hommes, qui le jette à terre et le frappe sans pitié. Voyant cela, Eri, dévasté, promet de coopérer, à condition qu'il cesse de blesser Suigun. Lorsque les coups cessent, Suigun attrape le pied de l'homme et promet de payer la dette à sa place. Il découvre que la dette s'élève à 500 millions de yens et court à l'étage pour récupérer l'argent. Mais Suigun découvre que la monnaie du jeu ne peut être échangée contre de l'argent réel. Bien que cela soit évident, cette information le surprend. À cet instant, il entend la voix de Eri et regarde par la fenêtre. On l'emmène dans la voiture noire. Elle le remercie de l'avoir aidé, malgré sa pauvreté. Alors que la voiture s'éloigne à toute vitesse, Suigun se met à pleurer, repensant au sourire de Eri, au temps qu'elles ont passé ensemble dans le jeu, et au fait qu'il a presque reçu la bénédiction de son père pour rester avec elle. Poussé par un fort sentiment et le désir de la protéger, il décide de les poursuivre à moto. Les hommes à l'intérieur de la voiture lui disent que c'est une bonne chose qu'il ait été percuté, car cela aurait dû le ramener à la réalité. Mais bientôt, ils entendent le bruit de la moto qui approche et voient Suigun les poursuivre en criant le nom de Ria à tue-tête. Ria baisse la vitre, se retourne et voit Suigun dire qu'il la sauvera, quoi qu'il arrive. Elle répond qu'elle l'attendra. Le conducteur, irrité par la scène, freine brusquement. Suigun s'approche trop près et la voiture le percute par derrière, le projetant violemment au sol sur le bord de la route. Ria se recroqueville sur son siège, effrayé, tandis que les deux hommes rient de la situation. Mais soudain, un homme cagoulé apparaît à l'intérieur de la voiture, surprenant tout le monde. Le conducteur demande qui il est, et l'homme se présente comme Silicone. Il utilise son pouvoir pour éliminer les deux hommes et provoquer un accident. Suigun s'approche, confus, et demande qui il est et où est Ria. Silicone répond qu'il a un message pour lui et dit que Temujin Sam l'attend dans Gravebuster. Peu après, il disparaît des lieux avant que la voiture n'explose. Plus tard dans la nuit, Suigun s'allonge sur son lit et tente d'activer la console de jeu, mais n'y parvient pas. Il se rallonge et commence à réfléchir à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il se demande ce qu'est vraiment ce jeu appelé Gravebuster que Yuki a créé. De plus, il veut comprendre qui était cet homme et où il a emmené Ria. Avec tant de questions en tête, il se sent dépassé. Mais soudain, sa console s'illumine en vert, et une fille aux cheveux verts et à l'allure saisissante apparaît au-dessus de lui. Suigun, surpris, demande qui elle est et pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle s'appelle Twinstar et qu'elle est apparue parce qu'il l'a invoquée comme maîtresse. Suigun tente d'expliquer qu'il doit y avoir une erreur, mais Twinstar lui assure qu'elle ne se trompe pas. Peu après, elle les téléporte directement au niveau 34 de Gravebuster. À son arrivée, Suigun observe les environs et commence à se demander s'il s'agit bien du nouveau jeu. Il regarde Twinstar allongée au sol, prise de vertige, puis la voit enveloppée d'une brume. Elle se transforme en deux adorables petites créatures, et Suigun se demande s'il s'agit bien de sa véritable forme. Pendant ce temps, 3 autres joueurs apparaissent dans le même niveau, mais dans une zone éloignée. Ils commencent à explorer et à chercher des trésors. Suigun, confus, taquine Twinstar pour tenter de comprendre ce qui se passe. À cet instant, une énorme créature pyramidale émerge du sable et demande qui a osé perturber son sommeil. Sur ce, la scène change pour l'introduction du jeu, révélant un mythe sur la création du monde. Il y a bien longtemps, une déesse extrêmement puissante a créé cet univers. Elle a donné naissance à de nombreux enfants, puis s'est épuisée. Une fois tout terminé, elle a décidé d'entrer dans un sommeil éternel au sein du tombeau impérial, laissant derrière elle un immense pouvoir, la déesse Bango. De retour chez Suigun, l'apparition de la pyramide surprend Twinstar,
qui se transforment en données numériques et entrent dans la console de Suigun. À l'intérieur, ils se présentent comme des guides de jeu et lui souhaitent bonne chance avant de disparaître. La pyramide entend cela et déclare qu'elle ne laissera pas Suigun partir. Il déclare qu'il va maintenant être testé pour déterminer s'il est digne de devenir gardien du tombeau. Sa mission est d'arrêter les intrus et de protéger ce niveau. Mais il baisse les yeux et voit Suigun s'éloigner, affirmant qu'il s'en soucie autant que chacun se soucie de sa vie sociale. Suigun répond qu'il n'a pas le temps pour tout cela. La pyramide ajoute alors que si c'est le cas, cela signifie qu'il ne se soucie pas de Rikuria et ne veut pas la sauver. Il explique que sans réussir le test, Suigun ne pourra jamais la sauver. Furieux, Suigun se retourne et demande comment la pyramide a pu le savoir. Soudain, un gigantesque rayon d'énergie passe derrière lui en direction de la pyramide, manquant de peu Suigun. Heureusement, l'attaque rate sa cible et Suigun demande ce que c'était. Ailleurs sur la carte, les 3 joueurs apparus plus tôt visent la pyramide de loin. La jeune fille blonde dit à son jeune frère, Sniper, qu'ils ont raté leur tir, mais que le prochain sera précis. Elle demande alors à la petite reine d'avancer et de distraire les ennemis. De retour à Suigun, la pyramide l'informe que les envahisseurs ont déjà lancé leur attaque et qu'il doit les affronter pour réussir l'épreuve. Suigun répond qu'il est prêt et leur ordonne de commencer immédiatement. La pyramide tire alors un laser vers le sol et invoque une jeune fille à l'allure féline nommée Shastia. Elle représente l'esprit du désert. Après son apparition, elle se tourne vers Suigun et lui demande s'il est bien celui qu'elle attendait. Lorsqu'il confirme, elle répond qu'elle l'attendait et se jette dans ses bras tel un renard, lui volant son premier baiser. Suigun est excité, mais il a bientôt des flashbacks d'enfance, se souvenant du moment où Yuki lui a donné l'écharpe rouge. Il reconnaît alors que Yuki était bien son grand-père et est ému. Shastia commente qu'ils ont réussi à briser le sceau de ses souvenirs et est très heureuse. La pyramide prend alors la parole et annonce que le moment est venu de révéler sa véritable forme. Le compartiment supérieur s'ouvre et Riku Yuki en émerge, flottant sur un véhicule aérien. Il se présente comme le grand-père de Suigun et explique que, bien qu'il ait vécu sous de nombreuses identités, la seule véritable était celle de son grand-père. Peu après, Phoebe utilise sa capacité d'invocation et libère une horde d'insectes répugnants contre la pyramide. Rin attaque également avec son épée explosive et chevauche l'un des insectes, avançant vers Suigun. Ils pensent aux trésors et aux récompenses de ce niveau et prétendent qu'ils en feront fortune. Ils se préparent à lancer une nouvelle attaque énergétique sur la pyramide. Pendant ce temps, Yuki explique qu'il ne s'agit que de données sauvegardées du jeu avant sa mort dans le monde réel. Il court à l'intérieur de la pyramide et Yuki conduit Suigun au cockpit d'un gardien géant caché là, appelé gardien Yuki 34. Il prépare l'activation du géant. Rin attaque d'un puissant coup d'épée, coupant la pyramide en deux. En réalité, elle ne faisait que révéler le véritable gardien caché sous terre. Le gardien émerge et détruit aussitôt plusieurs insectes géants, laissant Rin effrayé par son imposante présence. Pendant ce temps, Rei se réveille d'un cauchemar où elle n'a pas pu sauver Suigun de la noyade la veille. Elle se retrouve enfermée dans une cellule, gardée par une jeune fille. Celle-ci lui lance une robe et lui dit de se préparer pour le rituel de purification. Ensuite, Rei est emmenée à un lac, où des sirènes l'aident à se baigner. Sur le champ de bataille, Suigun et Shastia sont à l'intérieur du gardien géant, mais elles sont toujours aussi inexpérimentées qu'à l'extérieur. Incapables de le contrôler, elles sont attaquées par les 1000 pattes et Rin, qui pense que le robot n'est rien d'autre qu'un tas de métal inutile. Suigun et Shastia tentent de se défendre, tandis que Yuki se souvient de l'origine du monde et explique que les gardiens des tombeaux et les pillards se disputent le tombeau de la déesse depuis plus de 1000 ans, mais qu'ils possédaient tous deux les mêmes pouvoirs. Il explique que les gardiens existent pour arrêter les pillards qui veulent semer la destruction et s'emparer du pouvoir de la déesse. Protéger les tombeaux, le pouvoir et le monde est leur devoir. Cependant, avec le temps, le nombre de gardiens diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns. Pendant ce temps, EYU termine de charger son canon et tire un énorme rayon d'énergie sur le gardien géant, détruisant une jambe de la machine. Le robot s'effondre au sol et Shastia s'inquiète de l'impact, mais Suigun semble avoir un plan. Il lui dit qu'ils doivent d'abord éliminer le canon à longue portée. Le gardien se positionne avec son arme tandis que Shastia prend le contrôle de la visée. Suigun observe le terrain et aperçoit EYU près de Phoebe. Il ordonne à Shastia de viser calmement et de tirer. Shastia, prête, tire et un rayon d'énergie rouge est lancé sur EYU. Il panique et hurle, mais le rayon est réfléchi par un groupe de cartes diamants et touche le gardien au lieu de EYU. Phoebe était responsable de la contre-attaque. Elle active la carte hypnose et lance plusieurs cartes en l'air. La magie affecte l'esprit de Shastia, qui se met à tirer sur les cartes dans le ciel à plusieurs reprises, de manière incontrôlable. Elle utilise presque toutes ses munitions, ne lui laissant qu'un seul tir, mais Suigun parvient à l'arrêter à temps et à l'immobiliser. À ce moment, Rin et les robots 1000 pattes continuent d'attaquer le gardien. Certains parviennent à envahir l'intérieur de la machine et commencent à l'endommager de l'intérieur. Phoebe prévient Rin de se mettre à couvert, car EYU s'apprête à lancer son attaque la plus puissante. À l'intérieur, Suigun se tourne vers Yuki pour demander de l'aide, mais le trouve allongé au sol, sur le point de disparaître. Yuki lui dit qu'il n'est qu'une copie numérique du vrai Yuki et que son temps est compté. Il lui demande de ne pas s'attrister et lui ordonne de protéger le tombeau de Bango,
car c'est le seul moyen de sauver Ria. Avant de disparaître, il déclare que Suigun est le dernier des gardiens du tombeau. Suigun est profondément bouleversé par la perte de son grand-père au moment même où il a retrouvé la mémoire. Il hurle de tristesse et son écharpe se met à briller, signe qu'un nouveau pouvoir s'est éveillé. Avec un plan en tête, il confie le contrôle de l'esprit de Shastia à Twinstar. Il chevauche ensuite l'un des 1000 pattes et s'envole vers Phoebe. Rin tente de le rattraper pour découvrir qui il est, mais tombe dans le piège lorsque Suigun ordonne à Twinstar de demander à Shastia de tirer sur les bâtons dans le ciel, touchant Rin et la renversant. Suigun place ensuite des cartes diamants réfléchissant sur le chemin et fait rebondir le rayon d'énergie dessus, touchant Phoebe et l'éliminant également. Il reste ensuite en l'air, debout sur l'une des cartes, face à EYU. Il affirme que les gardiens existent toujours. EYU, surpris, grimpe sur le canon et tire sur Suigun, mais Suigun utilise une autre carte pour renvoyer l'attaque, éliminant EYU. Il retourne auprès du gardien, et Shastia lui annonce qu'il a réussi l'épreuve et qu'il est désormais le dernier des gardiens du tombeau. Suigun affirme qu'il n'a réussi que grâce à son aide et au Twinstar. Shastia lui dit qu'il a été formidable et lui dit au revoir, affirmant que sa mission est terminée. Elle le serre dans ses bras, et sur ces mots, le niveau, le gardien et Shastia se désintègrent en particules numériques. Suigun sombre alors dans un abîme numérique sombre. Mais peu après son départ, une femme armée aux cheveux roses apparaît derrière lui. Elle dit qu'elle était curieuse de savoir à qui il allait faire face, mais qu'il ressemble à un bébé. Elle affirme qu'il n'est pas le dernier gardien et que ce titre lui appartient, puis lui tire dessus avec son fusil. Touché, Suigun est expulsé du jeu et se retrouve de nouveau au lit. Il examine sa poitrine à la recherche d'une blessure, mais son corps guérit rapidement. À ce moment-là, il reçoit un appel à Sibet. Lorsqu'il répond, il entend un homme se présenter comme Temujin du clan du Totem. Il annonce l'attendre à Grave Buster et raccroche. Suigun reçoit alors une image de Ria allongée sur un lit, vulnérable, ce qui le fait sérieusement s'inquiéter pour sa sécurité. Avec la sortie de Grave Buster, le monde entier est pris dans cette nouvelle mode. Faire étalage de son argent et de son statut est devenu la mode dominante. De nombreux nouveaux joueurs entrent dans le jeu avec de grosses sommes de yens, achètent de l'équipement puissant et tentent d'attirer l'attention. Le lendemain, au niveau 35 du jeu, appelé Esprit Doré, Phoebe et son groupe rencontrent leur chef autoproclamé, Wild Wolf le Kringlerd. Ils nomment leur équipe les Chasseurs d'Or. Ce groupe traque les nouveaux joueurs pour leur voler leurs précieux objets. Ils attendent dans un endroit fréquenté, guettant l'apparition de nouvelles proies. Ils finissent par rencontrer un groupe de nouveaux joueurs, tous équipés de nouveaux équipements. L'un d'eux triomphe d'un monstre et récupère de l'or. Tandis que les autres le félicitent, Phoebe s'approche avec furin et affirme qu'ils ont trouvé un grand trésor dans les mines de la tête, mais qu'ils ont été attaqués par des monstres et qu'elle a peur. Elle essaie d'user de son charme pour convaincre les nouveaux d'aller à la mine. À leur arrivée, les joueurs demandent où sont les monstres, et Phoebe affirme qu'ils ont dû s'enfuir après avoir vu leur équipement rutilant. Puis, les monstres réapparaissent et volent plus de 3 millions de pièces. Les joueurs, avides, courent vers la mine. Furin observe la scène avec dégoût. Une fois à l'intérieur, il utilise son bâton pour piéger les nouveaux dans un piège énergétique. À ce moment, Kringlerd saute et annonce qu'il va maintenant prendre tout ce qu'ils ont. Pendant ce temps, Suigun se rend à la bibliothèque de l'académie pour en apprendre davantage sur le nouveau jeu. Il cherche des informations sur Temujin et les totems pour tenter de découvrir où se trouve Ria. À ce moment, Rancho apparaît et dit qu'il connaît quelqu'un qui peut l'aider. Il présente sa nouvelle petite amie qui, malgré son apparence, est accro aux jeux vidéo et a participé à la bêta fermée. Suigun se demande comment Rancho peut s'engager avec quelqu'un d'aussi différent, mais il poursuit ses recherches. Il découvre que le monde de Grave Buster est contrôlé par un homme nommé Dark Tiger, chef d'une organisation appelée Prosue. Cette organisation est composée de joueurs fortunés qui utilisent leur argent pour dominer le jeu, volant les autres joueurs et gardant le contrôle total. Cependant, des groupes ont émergé pour résister à cette domination, notamment les totems, dirigés par Temujin. Temujin est dépeint comme un homme dangereux, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Plus tard, Suigun regarde à nouveau l'image de Ria envoyée par Temujin. Il se rend compte que Temujin est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Submergé par d'intenses pensées, il se retourne dans son lit, agité. Pendant ce temps, Ria se réveille dans une chambre et est abordée par Temujin en personne. Il lui dit qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut sur simple demande, mais qu'elle ne peut pas partir. Dans le monde réel, Suigun se rend au dortoir des filles et rend visite à Maki. Elle dit que personne ne sait où est Ria, comme si elle avait disparu. Il jette un coup d'œil à l'ordinateur portable de Ria, décide de la ramener et annonce à Maki qu'elle sera bientôt de retour. Après cela, il active la console, appelle Twinstar et lui annonce qu'il est prêt. Il est ensuite transporté avec elle dans le jeu. Pendant ce temps, Kringlerd et son groupe célèbrent dans le salon des joueurs après avoir pillé plus d'1 million de yens auprès des nouveaux venus. Il affirme qu'attaquer les nouveaux riches est la meilleure stratégie, mais Phoebe le réprimande, lui disant qu'il n'a pas bonne mine de dire de telles choses à voix haute. À ce moment-là, Furin désigne un homme imposant, négligé et vêtu de haillons, assis à la table juste en face d'eux. EYU dit qu'elle va vérifier qui est cet homme. Il revient alors en disant que cet homme était le chef des généraux,
l'un des groupes clés de Prosiu. Son groupe entier avait été vaincu par une mystérieuse femme apparue de nulle part et les avait dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Il trouve l'histoire absurde et affirme qu'il s'agit probablement d'une rumeur, ou qu'il s'agissait d'un conflit interne au sein du groupe. Après cela, le groupe repart à la chasse et capture un autre trio de nouveaux joueurs. Cringalure dégaine son épée et poignarde l'un d'eux. Aussitôt, leurs objets et leur argent commencent à être retirés de leur compte et transférés sur celui de Cringalure. Il explique que lorsque le compte d'un joueur atteint 0, il est déconnecté de force et son compte est supprimé. Après avoir tout volé à l'un d'eux, il s'apprête à faire de même avec les autres, mais quelqu'un tire de loin sur la prison d'énergie et brise la barrière. Les nouveaux joueurs en profitent pour s'échapper. Cringalure pointe son épée vers la tireuse et lui demande qui elle est. La femme se révèle être la même tireuse qui a tué Suigain plus tôt et prétend être là pour les traquer. Rin commence le combat en lançant une série d'attaques avec son épée. Phoebe et EYU se joignent à une attaque combinée de réflexion et d'énergie. La femme, cependant, esquive tous les coups avec une agilité extrême, comme si elle portait une armure de protagoniste. Elle atterrit devant Cringalure, mais Phoebe et les autres l'encerclent et lui demandent de lâcher son arme. Elle regarde tout le monde avec mépris, fin d'acquiescer et lâche son arme, mais active un sort de cage gravitationnel qui piège tous les ennemis. Elle bondit hors de la zone et pointe son arme directement sur Cringalure, exigeant qu'il lui remette ses objets. Il commence à la supplier et lui dit qu'elle devrait prendre les objets de son groupe, car ils sont plus forts et plus précieux. Il la laisse approcher, paraissant faible, et dès qu'elle se retourne, il la frappe de son épée. Tandis que Phoebe et les autres le critiquent pour les avoir trahis, il la traite d'idiote. La femme prétend que c'est une épée qui transfère le pouvoir financier d'une personne à une autre, le prenant aux faibles pour le donner aux riches. Cringalure confirme et révèle que, malgré les apparences, son compte contient plus de 50 millions de yens. Il est alors choqué de voir son compte et découvre qu'elle est l'une des 5 joueuses les plus riches du jeu, avec plus de 100 millions de yens. Elle le fusille du regard et dit qu'elle n'hésiterait pas à lui remettre l'or, s'il était capable de le porter. Peu après, elle lâche un énorme bloc d'or sur lui, éliminant instantanément son personnage. Après cela, elle monte dans son carrosse. Phoebe lui demande son nom. Elle répond qu'elle est connue sous le nom de « la collectionneuse » et que sa vie consiste à éliminer les pilleurs de tombes. Elle s'en va ensuite en riant bruyamment et disparaît au loin. Son nom parvient rapidement jusqu'au rang supérieur de Précieux, qui décide qu'elle doit être éliminée. À la base du totem, Ritré remet à Temujin un cibé rouge, commandé. Temujin prétend qu'avec cela, ils pourront montrer à Prosiu qu'ils peuvent aussi être imprévisibles. La jeune ninja Pochirika l'observe et lui demande s'il compte le donner à Ria, affirmant qu'elle est devenue inutile depuis la mort de Yuki. Silicon l'interrompt et lui ordonne de se taire. Temujin répond qu'il sait que Ria ne comprend toujours pas sa propre valeur, mais qu'un jour elle la comprendra. Peu après, Temujin habille Ria d'une tenue provocante et lui offre un cibé rouge, l'invitant à devenir un nouveau membre des totems. Pendant ce temps, Suigain survole une arène du niveau 10, appelée la porte des combats jumeaux. Il cherche à trouver l'organisateur des combats, Lalon, qui est également responsable des parcours pour débutants. Pendant le vol, Suigain remarque un garçon nommé Takashi escaladant le côté de l'arène. Il décide de l'aider et demande à Twinstar de les porter tous les deux jusqu'au sommet. Takashi lui raconte qu'il est un pauvre orphelin qui vit avec sa sœur aînée, Mekan. Ils vivent dans des quartiers abandonnés et survivent à peine. Takashi apprend qu'il y a de l'argent à gagner avec ce nouveau jeu et s'y intéresse. Mekan, malgré sa maladie, l'encourage à l'essayer et travaille dur pour leur acheter 2 consoles Sibé. Il s'entraîne dur. Takashi obtient une arme spéciale qui lui permet de prendre et de stocker des photos. Grâce au souvenir de ces photos, il augmente la puissance de l'arme et débloque des capacités spéciales. Un jour, Mekan tombe gravement malade. Takashi participe au tournoi de Lalon pour remporter le prix royal de 10 millions de yens et un familier rare du jeu, un léopard des neiges. Pendant ce temps, Suigain, l'un des 5 milliardaires du jeu, survole l'arène pour éviter de payer les 50 000 yens d'entrée. En contrebas, un combat oppose 2 mages de glace qui se proclament les meilleurs du jeu, Mammoth Viking et Frost Magicien EYU. Phoebe et Rin regardent le match et commentent les titres exagérés, tout en manifestant une excitation similaire à celle de Ria lorsqu'elle rêvait de Suigain. Le combat commence. EYU lance des éclats de glace avec son bâton, mais Viking parcourt les attaques d'un puissant coup de hache. EYU semble perdre, mais en réalité, elle tente d'attirer l'ennemi au centre, entouré d'éclats, pour le geler et le vaincre d'un coup final. Pendant ce temps, Twinstar demande à Takashi qui, selon lui, va gagner. Takashi répond qu'aucun des deux ne gagnera, car c'est sa raison d'être. Il utilise son album pour s'équiper d'une puissante armure. La transformation soudaine pousse Twinstar à les libérer. Takashi tombe sur EYU et l'assomme immédiatement. Il défie alors le Viking. Les commentateurs confirment que, selon les règles, un envahisseur qui défie les participants devient automatiquement l'un d'eux. Takashi et Suigain entrent alors en combat. Takashi transforme son album en un gigantesque marteau énergétique, mais le Viking se révèle bien plus fort et le bête facilement. Suigain observe la situation et réalise que Takashi se bat pour sa sœur malade. Il remarque que le garçon perd la mémoire à mesure qu'il se bat et, touché par cela, décide de prendre le contrôle du combat. Suigain entre sur le terrain, d'abord confiant, mais se retrouve bientôt en difficulté,
esquivant les coups et espérant ne pas être vaincu d'une seule attaque. Le Viking, lassé, décide d'utiliser la magie de glace et piège Suigun par les jambes. Suigun tente de se libérer, mais échoue. Le Viking se jette en avant avec sa hache pour porter le coup fatal. À ce moment, Twinstar intervient et bloque l'attaque à main nue. Elle dit à Suigun qu'il devra se rattraper plus tard. Elle repousse le Viking et lui annonce qu'il est temps de montrer sa véritable forme. Elle s'apprête à se transformer en dragon à 2 têtes, mais reprend finalement la forme de Twin et Star, 2 petites créatures à fourrure. Le Viking les trouve adorables et les attrape dans ses bras. Takashi prend leur défense et affirme qu'un héros protège les filles et qu'il a encore la force de se battre. En entendant cela, Twin et Star sont émus et fusionnent à nouveau, reprenant la forme complète de Twin Star. Twin Star remercie Takashi de les avoir sauvés, puis se transforme véritablement, révélant sa forme complète de dragon à 2 têtes. Le président Laolon vérifie ses documents et confirme qu'il s'agit d'une créature légendaire extrêmement rare, classé parmi les humanoïdes de classe S, appelé le dragon de jade à 2 têtes. Tout le monde se demande comment quelqu'un comme Suigun a réussi à apprivoiser un familier d'un tel niveau. Twinstar décide de mettre fin au combat rapidement et lance son souffle d'émeraude sur le Viking, le transformant en cristal avant de le briser complètement et de mettre fin au combat par la victoire. Il remporte ainsi le tournoi. Suigun remet tous les prix à Takashi et continue à pied vers l'étape suivante, où il participera au cours pour débutants donné par le président Laolon. Pendant ce temps, le président observe de loin, se demandant qui est vraiment Suigun et commence à soupçonner un lien avec cette mystérieuse femme qui a remporté à elle seule un précédent tournoi, en faisant référence au collectionneur. Suigun arrive au cours pour débutants et trouve 2 autres joueurs qui participeraient également. Il tente de se montrer amical et les salue tous les deux, mais le garçon aux cheveux violets l'ignore complètement, tandis que l'autre, plus joyeux et passionné de musique, le reconnaît comme le pauvre garçon de la classe qui fait toujours des petits boulots. Il s'appelle Cha. Il est le président du conseil des élèves et le camarade de classe de Suigun. Cependant, Suigun ne le reconnaît pas, car il passe généralement ses cours à dormir ou à travailler. Il n'a de contact qu'avec Rancho et son ami imaginaire Timmy. Peu après, une jeune fille à la peau claire apparaît sur scène, pleine d'énergie, et se présente comme l'entraîneuse du groupe. Elle s'appelle Rin. Elle appelle tout le monde par son nom et révèle que le garçon aux cheveux violets s'appelle Titan. Rin les guide à travers un terrain rocailleux, expliquant que l'entraînement se déroulera sous forme de bataille royale. Elle explique que cet endroit était, il y a 100 ans, le site d'un tombeau entièrement pillé après que les pillards eurent vaincu le chef des lieux. Cha observe et remarque de nombreux monstres cachés dans l'ombre des rochers. Il interroge Rin à leur sujet, et elle lui explique qu'on les appelle des singes taupes, des créatures agiles et intelligentes. Pour terminer l'entraînement, les joueurs doivent tous les vaincre. Cha suggère de combattre en équipe, mais Titan répond froidement qu'il préfère agir seul. À ce moment, un groupe de singes taupes apparaît en courant vers le groupe. Les monstres attaquent, mais Rin les repousse avec une série de coups de pied et de coups rapides et commence à expliquer les bases du jeu. Elle dit que tous les joueurs reçoivent un objet exclusif appelé « Objet Booster », qui fonctionne comme leur arme principale. Cha exhibe son objet, une lame circulaire dorée appelée l'œil de la tempête. Titan exhibe le sien, un élégant gantelet appelé le point de métal. Cha demande à Suigun quel est son objet, mais Suigun répond qu'il n'a rien de spécial comme les autres. Avant que la conversation ne puisse reprendre, Rin les avertit que d'autres monstres approchent, et ils engagent tous le combat. Titan frappe les ennemis avec son gantelet, et Rin les attaque également avec son épée, mais il réalise que les attaques physiques sont inefficaces. Suigun tente également de se battre, projetant un des monstres contre le mur, mais constate que les dégâts sont nuls. Cha demande comment ils gagneront si les attaques physiques sont inefficaces. Rin explique qu'ils doivent vaincre le chef, un singe géant à 3 yeux appelé le grand singe taupe. C'est la magie de ce boss qui renforce les autres. Cha demande comment ils vont vaincre un ennemi aussi puissant, mais Titan s'avance et assène un coup de poing direct au boss. Il l'écrase ensuite au sol d'une série de coups et termine par une attaque directe qui transforme le monstre en or. Tous les spectateurs sont stupéfaits et Cha dit avoir reconnu cette technique. Une fois le boss vaincu, Rin commence à éliminer les monstres restants avec aisance, tel un véritable maître d'épée. Cha s'enthousiasme et se met à danser sur le terrain avec sa lame comme un cerceau, terrassant plusieurs ennemis. En peu de temps, le groupe nettoie toute la zone. Suigun demande si cela signifie qu'ils ont réussi le parcours. Cha se plaint, disant qu'elle aimerait recevoir plus d'ordres de Rin, mais Rin répond que pour terminer l'entraînement, ils doivent la vaincre. Rin lance plusieurs dagues sur le groupe. Suigun les esquive facilement, et Titan invoque une créature pour bloquer l'attaque. Cha est surpris et dit qu'il a dépensé 500 000 yens de son argent de poche pour le jeu et n'a toujours pas pu s'acheter de familier. Il demande à Titan s'il a réussi à accumuler suffisamment de monstres en chassant, mais Titan l'ignore comme d'habitude. Cha se tourne vers Suigun et lui dit qu'étant donné ses petits boulots, il n'avait probablement pas assez d'argent pour investir dans le jeu. Après s'être moqué de lui par inadvertance, Cha explique que sa famille est riche et qu'il continuera à investir dans le jeu pour devenir plus fort et protéger Suigun. Rin lui demande alors de se taire et d'ôter le couteau de sa tête. Cha lève les yeux, réalise qu'il a été touché, tombe au sol et fulmine,
affirmant qu'il porte désormais son ADN parce qu'il a été touché par un objet personnel. Rin se tourne alors vers Suigun et utilise un de ses yeux spéciaux pour analyser son objet, lui demandant de lui montrer comment il fonctionne. Suigun répond que ce n'est rien de grave. À ce moment-là, Titan tente d'attaquer Rin par surprise, mais elle esquive et recule, invoquant son épée et se préparant au combat. Ils s'affrontent avec vitesse et puissance, volant dans le ciel sous les coups. Sha observe et réalise que Titan est en fait un joueur professionnel légendaire, champion du monde de 3 jeux de combat en réalité virtuelle 3 années de suite. Cette année, il n'a participé à aucun tournoi, et le voilà maintenant. Titan entend les commentaires et leur demande s'ils veulent l'aider, car il ne pourrait passer à l'étape suivante qu'en la battant. Sha s'enthousiasme et dit qu'il va gagner ce combat et se déclarer devant Rin. Sha avance, tandis que Suigun active son objet, l'écharpe du corbeau. Il utilise la compétence numéro 1, engager le premier sang, qui lui permet de copier la compétence du premier joueur vaincu. Pensant que cela ne servira à rien tant que quelqu'un ne sera pas tombé, il attend. Sha appelle Suigun et lui montre sa capacité spéciale qui le rend invisible et le fait voler en fusionnant avec le vent. Sur ce, Sha tente de s'approcher de Rin pour lui murmurer son email à l'oreille. Pendant ce temps, Titan parvient à réduire la santé de Rin à 15%. Ils se font face, prêts pour l'affrontement final, mais Rin retire son épée et frappe Sha, qui arrivait par derrière. Sha est vaincu et expulsé du jeu. Suigun lui tient la main et écoute ses rêveries avant de disparaître. Suigun se relève alors et prévient Titan qu'il ne pourra pas vaincre Rin, car elle est invincible. Titan, furieux, répond qu'il est l'invincible et reprend le combat. Suigun, à son tour, utilise la capacité de Sha, devient invisible et vole dans le ciel à la recherche de quelque chose. Il trouve un wagonnet caché et découvre la véritable identité de l'instructrice Rin, qui est en réalité une jeune fille nommée Furin. Sa capacité, appelée leur mirage, lui permet de créer un clone imitant son apparence. Suigun en conclut que pendant le combat, Rin a attaqué Sha hors de son champ de vision, indiquant que le vrai Furin l'observait de loin. Il alerte Titan, et ainsi, il termine le parcours débutant et débloque les cartes alliées. Furin explique qu'avec ces cartes, ils peuvent former des groupes avec d'autres joueurs et consulter leurs statistiques. Elle demande qui est vraiment Suigun, affirmant qu'elle ne croit pas qu'il soit juste un débutant avec une créature aussi puissante et une telle connaissance du jeu. Suigun dit qu'il le lui dira peut-être plus tard et commence à s'éloigner. Titan bondit alors et l'attaque du poing, affirmant qu'il veut aussi connaître sa véritable force. Suigun esquive l'attaque et s'enfuit avec Furin dans un bâtiment éloigné. À l'intérieur, il lui demande pourquoi elle ne se bat pas. Furin explique qu'après avoir utilisé son pouvoir de mirage illusoire, elle a besoin de temps avant de pouvoir se battre à nouveau. Elle lui demande alors pourquoi il l'a aidé à s'échapper. Suigun dit qu'il veut faire équipe avec elle, mais elle l'accuse d'être un idiot d'avoir tenté de s'allier avec une si jeune fille. Il propose un pari. S'il bat Titan à l'extérieur, elle devra rejoindre son groupe, scellant la promesse d'une simple pression sur son petit doigt. Peu après, Titan fait irruption dans le bâtiment et les expulse d'un coup de son énorme poing de métal. Il décide de sombrer dans la rage, mais Suigun l'en empêche en activant sa technique et en utilisant le pouvoir de Sha, l'homme du vent. Grâce à cela, il contrôle le vent et se camoufle avec des feuilles, combinant ainsi sa vitesse, sa capacité à voler et son invisibilité. Il trompe Titan, faisant croire qu'il est attaqué dans les airs, alors qu'en réalité, il se coupe la jambe. Furieux, Titan tente de riposter, mais se sentant bientôt épuisé, il tombe à genoux. Suigun l'encourage à se rendre et à mettre fin à ce combat inutile, mais Titan répond qu'il ne se rendra jamais à un perdant comme lui. Alors, Titan active la technique ultime de son arme, la lame tabuton, qui transforme son poing de métal en une voiture de sport de luxe. Il charge le véhicule de 100 millions de yens et décide de renverser Suigun avec. Suigun accepte le défi, se place devant Furin comme un bouclier et lui dit qu'il peut essayer. Titan fonce droit sur Suigun, mais en le percutant, il a l'impression de s'écraser contre une montagne. La voiture rebondit sous l'impact et est projetée dans les airs. Furin lui rappelle que dans ce monde, la puissance financière est la force suprême, et qu'un homme moins fortuné ne peut jamais vaincre un homme plus riche que lui. Elle commence à se demander qui est vraiment Suigun et comment il a pu supporter un impact de 100 millions de livres sans subir le moindre dommage. Suigun répond qu'il ne peut pas le lui dire, mais affirme que Titan a perdu toute sa fortune et sera contraint de se déconnecter, son compte étant alors supprimé. Il réalise alors que la voiture chargée, sans propriétaire, est sur le point d'exploser comme une bombe. Suigun recouvre Furin de son corps, et lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils réalisent qu'ils se trouvent sous un wagonnet renversé. Suigun commente que la capacité de Furin à identifier les objets est très utile et qu'il adorerait l'avoir dans son équipe. Il dit qu'il déposera son adresse email dans sa baie marine, mais elle répond qu'elle en a déjà trop et qu'il devrait lui donner autre chose. À ce moment-là, un enquêteur envoyé par les autorités numériques, le collectionneur, surgit des profondeurs et les expulse du wagonnet. Elle apparaît et dit qu'elle se demandait si Suigun suivrait le cours d'initiation, mais qu'elle ne s'attendait pas à le trouver en train de parler à une jeune femme cachée sous un wagonnet. Suigun se lève et s'approche d'elle, lui disant qu'il a lui aussi des questions à lui poser. Rin le met en garde, elle a utilisé son œil d'analyse pour scanner le collectionneur et a remarqué que, normalement, un joueur possédant un totem divin a une flamme bleue autour de son corps,
mais elle en a 10. Elle explique ensuite que le seul joueur connu possédant ce type de capacité est le collectionneur. L'un des 5 milliardaires du jeu Suigun tient son écharpe et demande ce qu'un milliardaire fait là. Le collectionneur tire alors une balle spéciale sur Rin, la transformant en poupée et l'endormant quelques minutes. Elle explique qu'elle voulait parler à Suigun en privé, c'est pourquoi elle a agi ainsi. Elle tire ensuite une balle monstrueuse qui pénètre dans la bouche de Suigun et finit dans son estomac. Elle explique que cette créature s'appelle un dragon saucisse et que c'est la clé pour sauver Ria. Il lui demande si elle sait où se trouve Ria, et le collectionneur répond qu'il ne doit rien croire de ce que dit Temujin. Elle ordonne à Suigun de l'utiliser pour entrer dans la base totémique, car le dragon saucisse révélera l'emplacement exact de Ria une fois à l'intérieur. Après cela, la collectionneuse monte dans son carrosse et part. Suigun demande toujours où est Temujin, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car Temujin viendra à lui. Peu après, elle élimine un assassin totémique qui suivait Suigun de loin. Rin reprend conscience et Suigun lui explique tout ce qui s'est passé. Il s'approche alors de l'assassin et lui demande où est Temujin. Comme l'homme l'ignore, Suigun utilise sa capacité de vent et se déplace rapidement comme l'éclair, le rattrape. L'assassin répond qu'il n'a pas reçu l'ordre de lui parler et tente de s'enfuir, mais lorsque Suigun tente de le poursuivre, l'homme contre-attaque avec précision et rapidité, utilisant de l'âme. Suigun croit le coup impossible à éviter, mais Rin saute pour le protéger. L'assassin active une technique de vitesse extrême et disparaît de la vue des deux. Suigun demande pourquoi Rin l'a aidé, et elle répond qu'elle ne laisserait pas un membre de son équipe mourir ainsi. Suigun est ému. Peu après, l'assassin revient, se déplace autour d'eux à une vitesse incroyable et les attaque à plusieurs reprises. Il repousse ensuite Rin d'un coup de pied, mais Suigun la sauve grâce à sa propre vitesse. Il remarque le chiffre 32 inscrit sur leurs mains, tel un compteur numérique. Ils en déduisent que c'est le nombre de fois où ils ont été blessés, et que quelque chose doit se produire lorsque ce nombre est atteint. Malgré cela, Suigun se précipite sans réfléchir et est à nouveau touché, ce qui le force à quitter le jeu. L'assassin lance alors une de ses lames sur Rin, mais elle la bloque avec son arme. Malgré cela, le blocage compte comme une nouvelle blessure et elle est automatiquement déconnectée. Ils doivent maintenant attendre 24 heures avant de pouvoir se connecter à nouveau. Hors du jeu, Suigun reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il croit qu'il s'agit de Rin, mais c'est Temujin qui parle. Il lui dit que s'il veut toujours sauver Ria, il doit suivre ses instructions. Pendant ce temps, dans les locaux de GGC, une réunion secrète a lieu entre les dirigeants de l'organisation qui gère le jeu, Prosciu. Il conclut que l'accueil du jeu a été positif et qu'ils sont prêts à passer à l'étape finale et à dépasser le point zéro. Avec Dark Tiger, l'un des 5 milliardaires du jeu, à sa tête, Prosciu est devenue l'organisation la plus influente. Elle compte 16 officiers supérieurs, dont les actifs cumulés dépassent les 2 milliards de yens. Ses dirigeants informent Dark Tiger que les préparatifs pour la conquête de l'étape 0 sont terminés. Ils s'enquièrent du festival qui aura lieu à l'étape 18 le lendemain. Les dirigeants l'informent qu'ils ont déjà envoyé des anneaux de transport par email à tous les joueurs. Cependant, ils signalent un problème, le compteur de gardien des tombes est passé de 0 à 1, ce qui signifie qu'un nouveau gardien est apparu. Apprenant cela, Dark Tiger ordonne que ce gardien soit retrouvé et éliminé à tout prix. Pendant ce temps, au téléphone, Temujin informe Suigun qu'il retient Ria en otage et qu'il n'a pas à s'inquiéter pour sa sécurité pour le moment. Il l'informe que le festival aura lieu à l'étape 18 et sera réservé aux joueurs ayant terminé tous les niveaux précédents. Ce festival servira également de préparation à la conquête de l'étape 0. Pour ce faire, Suigun doit trouver un joueur nommé Nishikaze. Suigun demande comment il le reconnaîtra, et Temujin répond qu'il le saura quand le moment sera venu. Il raccroche, laissant Suigun avec encore plus de questions que de réponses. Le lendemain matin, Suigun se réveille et découvre un groupe de garçons rassemblés devant le dortoir des garçons, tous rivés sur une fille. Il se demande ce qui se passe et s'ils ne font que flirter avec elle, mais découvre bientôt que la fille n'est autre que Rin. Lorsqu'elle l'appelle à l'aide, tous les autres garçons tournent leur regard vers Suigun, l'enviant, le traitant de vénard, de traître, et autres noms, le regardant avec haine tandis qu'il l'emmène. Suigun l'emmène au café de l'académie, où ils discutent de la récente formation de l'équipe. Rin commande une énorme quantité de nourriture, arborant une facture d'environ 20 000 yens, et regarde Suigun, qui semble inquiet de la somme, bien qu'il soit un joueur avec 10 milliards de yens sur son compte. Juste à ce moment, des brutes entrent dans la pièce et se moquent de lui pour avoir quitté Ria pour quelqu'un de rang inférieur, les traitant tous deux de pauvres. Rin se lève et affirme qu'il vaut plus de 100 millions d'engraves Buster et exige qu'on cesse de l'embêter. Suigun pense que si c'est vrai dans le jeu, tout cet argent ne vaut rien dans la vraie vie. Mais il découvre qu'il peut utiliser la monnaie numérique du jeu pour payer ses repas au café de la salle de sport. Cela le surprend complètement. Il utilise sa Cibet pour régler l'addition, et la serveuse révèle qu'elle ne peut même pas prononcer le montant total de son compte en banque, car il est plus élevé que ce que le système peut afficher. Après avoir rempli son estomac vide de 2 bols de ramen instantané, il ramène Rin dans sa chambre, essuyant des regards encore plus haineux en chemin et attirant même l'attention des agents qui le surveillent. Dans la chambre, Suigun explique à Rin que son objectif est de sauver une fille nommée Ria, kidnappée par Temujin,
un membre des totems. Rin lui propose de l'aider en tant que membre de son équipe, et ils entrent ensemble dans le jeu. Ils apparaissent sur la scène 10, où se trouvent 2 arènes principales et une foule rassemblée. Rin annonce qu'un événement va bientôt commencer et que c'est l'un des points centraux pour les annonces importantes. Ils s'assoient tous les deux dans une taverne, où Rin commande à nouveau beaucoup de nourriture, comme s'il tentait de gagner un concours de mangeurs. Pendant ce temps, Suiga entend parler d'un nouveau milliardaire émergent dans le jeu, quelqu'un qui s'attaquerait à la fois à Prosciu et au totem. Suiga commence à croire qu'il s'agit de lui. Il se sent à la hauteur des meilleurs joueurs et envisage de révéler son identité de 6e milliardaire du jeu. Mais les joueurs qui parlaient de cela se lèvent et se dirigent vers la sortie, ignorant complètement Suiga. Dehors, il voit une volée de pigeons survoler les joueurs et lâcher des anneaux d'or. Ces anneaux sont en fait des portails vers le niveau 18, où se déroulera le festival. Dès que tout le monde reçoit les anneaux, ils sont immédiatement transportés. Suiga et Rin décident également d'y aller et, en un instant, ils arrivent au nouveau niveau. De l'autre côté, Dark Tiger est assis sur son trône et se lance à la conquête du niveau 18. Il compte utiliser les joueurs les plus faibles comme bouclier pour se frayer un chemin jusqu'au gardien du boss du niveau. D'en haut, il observe avec arrogance les monstres du niveau massacrer les joueurs. Il ordonne ensuite à son officier Bashida d'éliminer rapidement les ennemis plus petits. Bashida utilise une combinaison de courant électrique et d'épée pour éliminer tous les monstres d'un coup, laissant tout le monde impressionné. Une fois les petits monstres vaincus, la scène invoque le gardien en chef, un puissant homomancien nommé Aslan. Au loin, l'assassin masqué de tout à l'heure observe le combat aux côtés d'une jeune fille aux cheveux violets. Il s'agit de Nishikaze, et tous deux ont reçu l'ordre de Temujin d'attendre l'arrivée du dernier gardien. Sur le champ de bataille, les joueurs font équipe contre Aslan et parviennent à détruire rapidement l'un de ses bras. Cependant, Aslan commence à se régénérer tel un vampire, reformant le bras grâce au sang environnant. Pendant ce temps, Suiga observe la scène du haut d'un pilier, jusqu'à ce qu'il remarque une fissure dans l'espace au-dessus. Il se retourne pour enquêter et reçoit un coup direct de Nishikaze au visage. Suiga lui demande ce qui ne va pas, et Nishikaze répond qu'on lui a dit de l'attendre, mais qu'elle s'est lassée et a décidé d'agir. Rin l'avertit que Nishikaze est très fort, et Suiga réalise qu'il s'agit de la même personne que Temujin a mentionné. Il demande pourquoi Ria a été kidnappée, mais Nishikaze répond que cela lui est égal et ajoute qu'il aimerait aussi la rencontrer. Elle active alors une capacité et crée un miroir directement relié à la chambre de Ria. Suiga peut la voir, bien qu'il ne puisse pas lui parler, et Ria non plus. Il est néanmoins heureux de savoir qu'elle va bien. Soudain, Nishikaze l'attaque sans prévenir, mais il parvient à battre en retraite à temps. Elle explique que son patron a dit qu'il était fort et qu'elle voulait le confirmer. Nishikaze active sa capacité d'analyse et examine l'objet destructeur de Suiga, confirmant qu'il s'agit de la vague de Rikuyuki. Pendant ce temps, Aslan s'amuse à éliminer les joueurs comme s'ils n'étaient que de simples PNJ, les tuant en dommages collatéraux. Il invoque une légion de moustiques sanguinaires qui attaquent tous les joueurs. Après en avoir tué plusieurs, Aslan transforme leur corps en sang et absorbe leur essence grâce à son homomancie pour devenir encore plus fort. À cet instant, il remarque une lumière rouge brillant sur un pilier et saute vers lui, affirmant avoir enfin trouvé la vague et le sang qu'il attendait. Il regarde Suiga, pointe son bâton vers son visage et lui dit qu'il a reçu l'ordre de le suivre. Le bâton se transforme en une petite clé qu'Aslan lui tend, expliquant que c'est la clé du niveau 0, mais qu'il devra d'abord réussir une dernière épreuve. Aslan rassemble tout le sang qui l'entoure et prend sa forme finale, connu sous le nom de Bouddha sanglant. Il montre un point vital de son corps et demande à Suiga s'il peut identifier ce qu'il représente. Suiga demande s'il s'agit d'un point faible, et Aslan confirme, affirmant que c'est le seul endroit capable de le détruire. Cependant, c'est aussi là que le dernier souvenir de son grand-père est scellé. Si Suiga remporte le combat, il récupérera ses souvenirs et pourra accéder au niveau 0. Suiga accepte le défi et active son écharpe corbeau. Nishikaze explique que son objet de destruction confère 7 gemmes, chacune dotée d'un pouvoir différent. Les gemmes sont tirées au sort à chaque activation, et elle ignore encore leur fonction. La première gemme bleue vous permet de copier la capacité du premier ennemi vaincu. Suiga souhaite obtenir une gemme puissante, et lorsque la gemme rouge est activée, il est tout excité. Aslan demande à voir la véritable puissance de l'objet de destruction de Suiga et lui assène un coup puissant, le projetant au sol. Nishikaze s'enfuit avec Rin, et on découvre alors que Suiga a bloqué l'attaque avec une épée appelée la lame du corbeau. Aslan affirme que les épées sont inefficaces contre son corps régénérateur, mais Suiga révèle que cette lame triple la vitesse de son porteur et est extrêmement tranchante. Suiga attaque rapidement et projette Aslan dans une mare de sang. D'en haut, il observe qu'il tente de se régénérer en absorbant le sang environnant et décide de l'achever avant que cela n'arrive. Il saute et lance une attaque tranchante, mais Aslan la bloque et la repousse, gagnant en puissance. Aslan développe de nouveaux bras et prend une forme monstrueuse. Il commence à tirer des décharges d'énergie, et Suiga tente de riposter, mais il reçoit un coup dévastateur qui le projette au loin et brise son épée au passage. Peu après, Aslan révèle un symbole de lotus au-dessus de sa tête et explique que s'il ne parvient pas à récupérer le noyau dans les 80 secondes, tout son sang explosera,
provoquant sa mort. Suiga regarde son épée et remarque qu'une fumée particulière s'en échappe. Il identifie qu'il s'agit d'oxygène concentré et décide de le répandre sur le champ de bataille, ce qui augmente temporairement les attributs de tous les joueurs à proximité. Il les incite ainsi à attaquer Aslan, même s'il sait qu'ils seront tous vaincus. Mais cela faisait partie du plan. Suiga force Aslan à utiliser son attaque ultime, le dragon plasma, et une fois les 80 secondes écoulées, il le force à absorber le sang de tous les joueurs vaincus. Cependant, au lieu de se soigner, le corps d'Aslan s'effondre et explose en une flaque de sang oxydé. Suiga révèle qu'il a utilisé un produit chimique pour empoisonner le gardien, transformant l'oxygène de son corps en ozone, empêchant sa régénération pendant un long moment. Suiga récupère ensuite le noyau d'Aslan et lui demande comment l'utiliser. Aslan lui répond qu'il doit l'amener au niveau 0 et que là, tout s'éclaircira. Tous les joueurs observent Suiga, impressionné d'avoir vaincu Aslan à lui seul, et commencent à s'exclamer qu'il doit lui aussi être milliardaire. Alors que la rumeur se répand, un groupe d'hommes masqués apparaît soudainement et se présente comme les Do-Argent. Ce groupe est composé de millionnaires qui obéissent à un chef possédant plus de 100 millions de yens. Ils exigent que Suiga leur remette le noyau et partent, sous peine d'être battus et déshabillés. Suiga répond qu'ils doivent fermer leur gueule et revenir le mois prochain pour retenter leur chance. Le groupe s'énerve et active ses barres de fortune, indiquant qu'ils possèdent tous plus d'1 million de yens, le chef du groupe affichant plus de 5 millions de yens. Ils commencent à exhiber leurs chiffres de manière ostentatoire, mais Suiga remarque que ce n'est pas suffisant. Il sort alors sa propre barre et surprend tout le monde en révélant qu'il est bel et bien milliardaire. Après cela, il se dirige vers l'entrée du niveau 0. Aslan l'informe que lui seul peut passer, laissant ainsi Nishikaze et Rin derrière. Lorsque Suiga franchit le portail, il se retrouve devant un érable et ressent une profonde nostalgie. Il reconnaît cet endroit comme celui où il allait avec son grand-père. Il demande alors à Aslan quelle méthode lui permet de déverrouiller ses souvenirs. Aslan lui ordonne de manger le noyau en forme de fruit. Ce faisant, Suiga se met à avoir des flashbacks de son enfance, lorsque son grand-père a offert Ria un rituel de scellement et lui a vidé tous ses véritables pouvoirs. Son grand-père lui a expliqué qu'elle ne se souviendrait de rien de son passé, ce qui la libérerait également de la malédiction. Pour les protéger, il a également scellé les souvenirs de Suiga à l'aide du fruit. Il a ensuite utilisé son propre sang pour créer un gardien chargé de protéger la clé de cet endroit. Ce gardien était Aslan. À la fin des flashbacks, Aslan félicite Suiga d'être devenu le dernier gardien et déclare que sa mission est terminée et qu'il peut désormais reposer en paix. Avant de partir, il offre à Suiga un nouvel équipement et le laisse partir. De l'autre côté, les membres des dos argentés contactent leur chef, l'homme aux plus de 100 millions de dollars d'actifs, et lui signale l'apparition d'un milliardaire. Le chef leur ordonne de dissimuler son lien avec Prosiu, puis tire sur Suiga avec une capacité de tir de canon à pleine portée. Tous observent l'attaque filer vers l'entrée et réalisent qu'il s'agit d'une attaque extrêmement puissante, au-delà de toute mesure ordinaire. L'attaque avance vers Rin et Nishikaze, mais à cet instant, Suiga sort du portail et bloque l'attaque d'une main. Il explique que son nouvel équipement lui a permis d'atteindre l'équivalent en points de vie de tous les joueurs de ce niveau et commente que l'attaque était vraiment puissante, lui ôtant un 5e de sa vie totale. Suiga demande ensuite à Nishikaze de parler à Ria. Il lui transmet un message lui demandant de l'attendre et lui promet que, dans quelques jours, tout reviendra à la normale. Pendant ce temps, Silicon est à côté de Ria et lui annonce que dans 5 jours, le niveau 0 sera activé. Si tout se passe bien, il la transférera à Suiga, comme promis. Nishikaze l'informe alors qu'il emmènera Suiga à Temujin, et il se dirige vers son portail. Mais le chef des dos argentés, connu sous le nom de Singe, apparaît soudainement et attaque les joueurs présents. Il appelle le 6e milliardaire, menace de tuer tous les joueurs ordinaires en son nom, et invoque un grand singe doré pour écraser tout le monde au sol. Se sentant coupable, Suiga décide de l'affronter, mais Monkey le piège et prépare un tir extrêmement puissant. Avant que l'attaque ne puisse être lancée, l'homme masqué des totems apparaît et modifie la trajectoire de l'attaque en frappant le bras de Monkey, sauvant ainsi Suiga. Il s'approche alors et le soigne en utilisant le titre de docteur. Nishikaze explique qu'il s'appelle Purple et qu'il est l'un des membres les plus puissants des totems. Monkey, excité par la présence d'adversaires puissants, se lance dans un combat contre eux. Il révèle qu'il fait partie des meilleurs joueurs sur le point de devenir milliardaire et montre que ses actifs s'élèvent à près d'1 milliard de yens. Il commence à tirer avec une mitrailleuse, mais 2 autres membres des totems apparaissent et créent une barrière de glace et de bois pour contenir les attaques. À l'intérieur de la protection, Suiga demande à Monkey s'il ne pourrait pas devenir milliardaire simplement en vainquant un petit monstre pour obtenir une pièce de plus. Ils expliquent que dans Grave Buster, les actifs sont limités à une valeur légèrement inférieure à 1 milliard. Pour dépasser cette limite, vous devez obtenir un titre appelé Lone Star, quelque chose d'extrêmement rare et avec des conditions inconnues. Ces titres apparaissent aléatoirement. Purple a reçu le titre de docteur après avoir fabriqué plus de 10 000 potions de soins. Le sorcier des bois, quant à lui, a obtenu son titre en maîtrisant tous les éléments magiques du jeu. Ils expliquent qu'en devenant milliardaire, le joueur peut créer une règle unique pour son personnage. Par exemple, le collectionneur peut posséder plus de 10 objets destructeurs. Suiga se souvient avoir obtenu son titre en devenant le dernier gardien du tombeau,
grâce à la baie des mers léguée par son grand-père, mais il ignore toujours quelle est sa capacité spéciale. Ils expliquent qu'il y a actuellement 10 joueurs sur le point de devenir milliardaires et que Monkey est l'un des principaux, ayant atteint ce statut lors de la première année de la BIA fermée. Depuis, il tente d'obtenir le titre d'étoile solitaire, éliminant des millions de joueurs pour l'obtenir. En bref, c'est un singe obsédé par les combats. Suigun dit que, même en sachant cela, il ne peut pas rester les bras croisés et laisser Monkey faire ce qu'il veut, car il doit sauver Ria. Selon le contrat passé avec les totems et son grand-père, il doit agir comme le dernier gardien du tombeau et protéger le niveau 0 de toute tentative de conquête, car tous les autres joueurs, y compris Prosciu, tenteront de le vaincre. Il active sa capacité et, cette fois, reçoit la gemme violette, qui lui confère une vitesse surhumaine grâce à son ombre et une sorte de pouvoir oculaire grâce à un superordinateur intégré à son cerveau. Fort de ses avantages, il sauve tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la barrière et se prépare à affronter Monkey, mais Nishikaze l'interrompt et lui dit que, s'il cherche un adversaire vraiment fort, elle peut le présenter à son patron, Temujin, qui est également l'un des 6 milliardaires. Monkey, enthousiasmé par la proposition, dit à Suigun qu'il ne veut pas l'offenser, mais que vaincre Temujin, puisqu'il contrôle également les totems, serait encore plus gratifiant. Sur ce, tout le monde décide de se rendre ensemble à la base des totems pour retrouver Temujin. Ainsi se terminent les premières et deuxièmes saisons de cette histoire.